Aimables téléspectateurs de Cherif la télévision, partout où vous nous regardez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette tranche d'actualité en direct sur Cherif la télévision. Voici pour l'unique titre de ce journal. Donc, coopération Mali-Maroc, ouverture des travaux de la 4e session de la grande commission mixte. Vous le verrez dès l'entente de ce journal. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Voici pour le principal titre. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous suivez le journal de 18h de Cherif la télévision. Merci une fois de plus, nous vous l'annoncions dans le tout début de cette édition. Coopération Mali-Maroc. Les travaux de la 4e session de la grande commission mixte se sont ouverts ce mardi 21 juillet 2026 à Koulouba, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette rencontre bilatérale est un cadre d'échange entre les experts pour passer en revue l'état de la coopération entre les deux pays et impulser une nouvelle dynamique à travers les projets structurants dans divers domaines de développement. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Al-Hamidou Badini et Samba Traoré. La tenue de cette réunion préparatoire dénote de la volonté des deux pays de donner un nouvel élan au mécanisme de coopération bilatérale conformément aux instructions de leurs excellences le ministre des Affaires étrangères formulées lors de leur entretien bilatéral tenu le 10 avril 2026 à Bamako. Et dans le droit fil des aspirations et de la vision commune de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et de son frère, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Bien que la commission mixte de coopération maroco-malienne ne se soit pas réunie depuis juin 2000, les relations entre nos deux pays n'ont jamais cessé de se développer, en témoignant le nombre important d'instruments juridiques qui unissent les deux pays. Cette réunion d'experts sera l'occasion de passer en revue l'état de notre coopération et les perspectives pour les prochaines années. Elle sera également l'occasion de faire l'état des lieux des accords existants et ceux en cours de négociation entre nos deux pays. Ce qui va nous permettre de soumettre à la session ministérielle un procès-verbal reflétant les préoccupations et les enjeux majeurs de notre coopération. L'examen approfondi par nos experts des enjeux et des défis de notre partenariat nous permettra d'identifier ensemble les actions à entreprendre en vue de mettre rapidement en œuvre les conclusions et recommandations issues de cette réunion et qui seront soumises à leurs excellences nos ministres. Nous sommes convaincus que cette rencontre donnera une forte impulsion à la dynamique de coopération bilatérale maroco-malienne. Notre ambition commune est d'être à la hauteur de la qualité des relations politiques existantes entre nos deux pays frères. Nous nous réjouissons également des nouvelles orientations que cette réunion a fixées relativement à la coopération dans la mise en place de projets structurants dans les domaines de la sécurité alimentaire, la mobilisation des fertilisants adaptés au sol et le partage d'expériences dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de la santé et des investissements, tout en associant les secteurs publics et privés dans une logique de partenariat mutuellement bénéfique. Les orientations données par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et son frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI, traduisent une volonté commune de consolider un partenariat stratégique exemplaire, fondé sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la solidarité agissante et les idéaux de coopération sud-sud. La réunion qui s'ouvre aujourd'hui constitue une étape essentielle dans la préparation du segment ministériel de la grande commission mixte. Elle offre aux experts des deux pays l'opportunité de procéder à un examen approfondi de l'état de la coopération bilatérale, d'évaluer les progrès accomplis depuis la précédente session et d'identifier de nouvelles perspectives de partenariat répondant aux priorités de développement de nos deux États.
Vos échanges porteront entre autres sur des domaines aussi importants que la diplomatie, la sécurité, l'économie, le commerce, l'agriculture, la formation professionnelle, les infrastructures, l'éducation, l'enseignement supérieur, les transports, l'énergie, les mines, la culture, le tourisme, la jeunesse et les sports, ainsi que les nouvelles technologies. Je demeure convaincu que les discussions franches et constructives qui animeront vos travaux permettront d'aboutir à des recommandations pertinentes, de finaliser des projets d'accord et de programmes réalistes et porteurs d'impact concret pour nos populations en vue de leur soumission à l'appréciation de nos ministres. Distingués participants, mesdames, messieurs, je voudrais enfin saluer l'engagement et le professionnalisme des experts des deux délégations, dont l'expertise et le dévouement constituent les véritables piliers du succès de cette grande commission mixte. Je ne doute point que la qualité de vos analyses et de vos recommandations contribuera à faire de cette 4e session une étape importante dans le renforcement du partenariat d'exception qui unit si heureusement la République du Mali et le Royaume du Maroc. Autre titre de l'actualité, l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA, et l'autorité régionale de la concurrence donc de la CEDEAO ARC intensifient la vulgarisation des règles du marché unique à travers le programme d'appui à la concurrence et à la sécurité des produits de consommation PACOS Pro. L'objectif est de sensibiliser les acteurs publics et privés pour assainir l'environnement des affaires, éradiquer les pratiques déloyales et garantir la protection des consommateurs face aux enjeux de l'intégration économique régionale. Le compte rendu est signé Amadou Kamara et Abdoulaye Sogodogo. Comment bâtir un marché ouest-africain plus compétitif, transparent et protecteur pour les consommateurs? C'est tout l'enjeu du séminaire national d'information et de sensibilisation sur les droits et la politique de concurrence, co-organisé par l'UEMOA et l'autorité de régulation de la concurrence et du commerce de la CEDEAO. Avec le soutien de l'Union européenne, ce cycle d'ateliers stratégiques réunit décideurs, juristes et opérateurs économiques pour harmoniser les pratiques commerciales et stimuler l'investissement en Afrique de l'Ouest. L'objectif de l'atelier de ce matin est de favoriser une meilleure appropriation des règles de concurrence et contribuer à développer la culture de la concurrence. L'impact de ce séminaire, c'est qu'il permet au public cible de mieux comprendre les enjeux de la concurrence dans une économie de marché et de faire attention à la commission des infractions qui pourraient être sanctionnées par le droit de la concurrence. Et pour les consommateurs, ça leur permet de mieux connaître leurs droits parce qu'ils sont véritablement la cible du droit de la concurrence. Les résultats attendus du séminaire, c'est vraiment contribuer à une meilleure connaissance des règles communautaires de la concurrence par le plus grand nombre. Inscrit dans le cadre du déploiement opérationnel du projet PACOS Pro, le séminaire national d'information et de sensibilisation sur les droits et la politique de concurrence constitue un jalon crucial pour l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. En associant les instances de l'UEMOA et de la CEDEAO, cette initiative vise à ancrer une culture commune de la régulation des marchés, indispensable pour lutter efficacement contre les barrières anticoncurrentielles et sécuriser le pouvoir d'achat des populations. C'est un atelier qui a une grande importance. Comme vous le savez, la concurrence dans la zone UEMOA n'est pas encore, il n'y a pas de document de politique pour le moment, ni dans les pays respectifs, ni à l'échelle communautaire. Donc c'est un séminaire qui vient à point nommé pour informer les gens, pour les sensibiliser par rapport à la conférence. Surtout quand on sait que pratiquement tous les jours qui passent, les grilles galopent. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des entreprises, au niveau des consommateurs. Donc c'est quelque chose qui va permettre aux uns et aux autres non seulement de connaître leurs droits, mais aussi de savoir se comporter à l'échelle communautaire. Donc c'est très important. L'atelier porte sur l'information, la sensibilisation des acteurs de la concurrence, et sur le droit et la politique
de concurrence à l'Afrique de l'Ouest et précisément à l'UEMOA. L'impact n'est pas à discuter même, vu que les acteurs qui sont là sont tous impliqués directement dans la concurrence et ça leur permettra de savoir où mettre les pieds, qu'est-ce qu'il faut faire quand je dois mettre un produit ou un service sur le marché. Est-ce que je suis en train de respecter les règles de la concurrence nationale et communautaire pour la satisfaction des consommateurs. Je les incite à suivre avec assiduité la formation et à poser des questions de compréhension et également s'ils ont des contributions ou des expériences à exposer pour que tout le monde puisse bénéficier de leur expérience et du renforcement aussi des compétences de tout un chacun. Signalons que ce séminaire national d'information et de sensibilisation sur les droits et la politique de concurrence en Afrique de l'Ouest est une initiative inhérente majeure lancée en 2026 pour harmoniser les marchés de la sous-région. Ce cycle d'événements est co-organisé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et l'autorité de régulation de la concurrence de la CEDEAO avec le soutien de l'Union européenne. Donc nous vous en parlions dans nos JT il y a quelques jours avec donc la présence du guide spirituel des Ansars, son éminence Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara qui séjourne actuellement en Côte d'Ivoire. Donc à cette occasion, il a reçu en visite la communauté Bouzo de Côte d'Ivoire. Donc occasion pour eux, en tout cas, de venir solliciter ces bénédictions et en même temps formuler de vœux de réussite pour les Mawloud Nabawi qui s'annoncent déjà prévus pour le 25 de ce mois. On fait le point avec Samira Sanogo. En séjour en République de la Côte d'Ivoire depuis quelques jours, le président de la Fédération islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel de Zansar à ceux de Cherif Ousmane Madane Haïdara, reçoit ainsi depuis sa résidence la communauté des Bozo. À l'ordre du jour, les visiteurs sont venus lui témoigner de leur affection et par ricochet solliciter ses précieux conseils et bénédictions. Effectuant cette visite de grande courtoisie, les visiteurs ne sont pas venus les mains bredouilles. Ils ont apporté une quantité considérable de poissons en guise de cadeau au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali à ceux de Cherif Ousmane Madane Haïdara. Mobilisés en nombre suffisant pour ce déplacement et satisfaits de l'accueil, les visiteurs, par la voix des différents intervenants, ont exprimé la joie qui les anime en concrétisant un rêve de longue date par ce tête-à-tête avec Asseur de Cherif Ousmane Madane Haïdara. Visiblement ému de joie, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseur de Cherif Ousmane Madane Haïdara, a de vive voix salué la démarche. Poursuivant son intervention, le guide spirituel de Zansar a prodigué des précieux conseils à l'assistance avant de clore ses propos par des bénédictions. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استرنا وانصرنا اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واهدنا إلى صراطك المستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا فرد يا صمد يا فرد يا صمد اكد الهوائج فرج الهموم واكشف الغموم واستر عيوب ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Parlons toujours du séjour du guide spirituel des Ansars à quelques encablures de sa résidence. Le président de la fêtière islamique entreprend une série de visites, donc celle de l'imam Maliki Konaté Radim Rassoul. Donc ces échanges ont fait l'objet de propos de recueillement, de propos de remerciement et de reconnaissance pour tout ce que le guide est en train de faire pour le rayonnement de l'islam partout dans le monde. Donc nous vous proposons quelques extraits ici dans ce commentaire signé Amadou Kamara.
Le samedi 18 juillet 2026, aux alentours de 21h20, le cheikh Malik Konaté Kadim Rassoul et tout son staff sont venus rendre une visite de courtoisie au président de la Fêtière islamique du Mali et guide spirituel des Ansar, son éminence à Seyed Sherif Ousmane Madani Haïdara. Il convient de rappeler que c'est le guide qui s'était initialement rendu au domicile du cheikh. Cette démarche s'inscrit avant tout comme un témoignage de profonde reconnaissance envers la famille chérifienne. Après les civilités d'usage, les échanges ont porté sur l'amour du prochain et sur la haute valeur spirituelle de rendre visite à un parent ou à son maître. La rencontre s'est conclue par de ferventes bénédictions. L'imam Bakari Konaté de Trècheville honorait une autre visite de courtoisie a marqué cette même journée au sein de la famille chérifienne. Ce fut autour de l'imam Bakari Konaté de la grande mosquée de l'avenue 8 de Trècheville où le guide avait précédemment dirigé la prière du vendredi d'être reçu par son éminence à Seyed Sherif Ousmane Madani Haïdara. Accompagné d'une forte délégation, l'imam a saisi cette occasion pour exprimer toute sa gratitude et remercier chaleureusement le guide spirituel des Ansar, son éminence à Seyed Sherif Ousmane Madani Haïdara, pour cette marque de haute considération envers sa modeste personne. Cette seconde rencontre s'est également soldée par des bénédictions pour toute la communauté musulmane ivoirienne et mondiale. Voilà donc cette série de visites s'inscrit dans le cadre de la commémoration du Maloud Nabawi en Côte d'Ivoire. Donc sans transition, nous vous proposons le condensé de l'actualité internationale. Avant tout cela, en image avec Moussa Fomba. Le Sénégal a annoncé lundi qu'il soutenait l'ancien président Macky Sall dans sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies, changeant ainsi de cap 3 jours seulement après la visite de M. Sall à son successeur à Dakar. Jusqu'à présent, le gouvernement avait refusé de soutenir Macky Sall, qui a été président de 2012 à 2024. Il l'accuse de répression politique violente ayant entraîné des dizaines de morts au cours de ces dernières années au pouvoir, ainsi que d'avoir dissimulé des données économiques défavorables. Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé au pouvoir en 2024, porté par une vague de sentiments anti-Sall. Vendredi, Faye a rencontré Sall lors du premier déplacement de ce dernier à Dakar, depuis qu'il a quitté ses fonctions et s'est installé au Maroc. L'entourage de Faye a indiqué que Sall était venu informer le président de l'état d'avancement de sa candidature à l'ONU. Lundi, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que Faye avait désormais décidé que le Sénégal apporterait son soutien total à la candidature de Sall. Une candidature qui est désormais celle du Sénégal, a ajouté le ministère, précisant qu'elle serait bénéfique pour l'Afrique et pour un multilatéralisme plus efficace. Macky Sall a été accueilli par des milliers de partisans à son arrivée à Dakar vendredi. Mais sa visite a suscité les critiques de ses détracteurs qui exigent des réponses concernant les dizaines de décès survenus pendant son mandat. Face aux violences visant des ressortissants africains qui prennent de l'ampleur en Afrique du Sud, le Ghana et le Nigeria lancent un appel à l'Union africaine. Les deux pays plaident désormais pour que la question de ce qu'ils qualifient d'afrophobie soit examinée lors du prochain sommet de l'UA, prévu au début de l'année 2027. Cette prise de position fait suite à un entretien entre les ministres ghanéens et nigérians des Affaires étrangères. Dans un communiqué publié samedi, ils ont condamné toutes les formes de xénophobie, d'afrophobie, d'intolérance et de violence dirigées contre des ressortissants africains. L'Afrique du Sud est confrontée depuis plusieurs semaines à des manifestations et à des violences ciblant principalement les immigrés en situation irrégulière. Selon un décompte basé sur les chiffres communiqués par plusieurs États africains, au moins 150 000 étrangers ont quitté le pays au cours des dernières semaines. Parmi eux figurent 1490 ressortissants nigérians et au moins 926 Ghanéens rapatriés par leurs gouvernements respectifs. Le Pentagone s'inquiète de la capacité des États-Unis à faire face à une aggravation du conflit avec l'Iran, rapporte ce 20 juillet le Washington Post. Selon le quotidien américain, plusieurs responsables estiment que les moyens militaires disponibles ne suffiraient pas à soutenir durablement une campagne de plus grande ampleur. Toutefois, des discussions internes mettent en avant plusieurs difficultés. Les stocks de missiles de longue portée et de systèmes de défense aérienne diminuent, tandis que les possibilités d'envoyer rapidement davantage de soldats et d'appareils restent limitées en raison des pertes et des dommages subis par les forces américaines.
L'un des responsables cités estime même que les États-Unis ne disposent pas aujourd'hui des ressources nécessaires pour mener ces opérations en toute sécurité et affirme que la Maison-Blanche ne mesurerait pas pleinement cette situation. Des spécialistes de la défense soulignent que l'armée américaine ne serait pas prête à conduire une éventuelle opération terrestre sur le territoire iranien, une option que Donald Trump a refusé d'exclure. Selon eux, une telle intervention exposerait les forces américaines à des frappes iraniennes auxquelles elles ne seraient pas suffisamment préparées. La nouvelle phase de tension entre Washington et Téhéran a débuté le 8 juillet. Ce jour-là, les forces américaines ont mené plusieurs séries de raids contre le territoire iranien en affirmant répondre à une frappe présumée contre un navire marchand dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump a ensuite annoncé la fin de la trêve avec l'Iran. En réponse, Téhéran a lancé des frappes de représailles contre plusieurs installations américaines au Moyen-Orient, situées à Bahreïn, en Jordanie, au Qatar, au Koweït, aux Émirats arabes unis et à Oman. Depuis, les échanges d'attaques entre les deux pays continuent d'alimenter l'escalade de tensions. L'Europe entre dans une période électorale qui pourrait peser sur la poursuite de son soutien à l'Ukraine. Entre changement de gouvernement, départ de dirigeants favorables à Kiev et progression des partis opposés à cette aide, plusieurs pays pourraient revoir leur politique dans les prochains mois. L'Europe pourrait revoir à la baisse son soutien à l'Ukraine à l'issue d'une série d'élections prévues en France, en Italie, en Espagne et en Pologne, rapporte D-World. Dans plusieurs de ces pays, l'augmentation des dépenses militaires met à mal le financement des mesures sociales, ce qui pourrait réduire la volonté des futurs gouvernements d'allouer des ressources supplémentaires à Kiev. Le départ de Keir Starmer du gouvernement britannique et la fin prochaine du mandat d'Emmanuel Macron pourraient également modifier les équilibres au sein du camp européen favorable à Kiev. C'est dans ce contexte d'incertitude politique que près de 35 membres de la coalition des volontaires se sont réunis le 13 juillet aux Invalides à Paris. Les participants se sont accordés sur la création d'une coalition chargée de la défense antimissile et sur l'organisation d'exercices destinés à préparer un éventuel contingent multinational pour l'Ukraine. Cette réunion a toutefois révélé plusieurs désaccords. Le premier ministre de Bulgarie, Rumen Radev, a refusé de soutenir les décisions prises par les autres participants et annoncé que son pays ne souhaitait plus prendre part à cette alliance. En outre, la Pologne, contrairement aux attentes européennes, n'a pas rejoint la coalition sur la défense antimissile. Le quotidien allemand note que ces divergences apparaissent alors que plusieurs pays européens s'apprêtent à entrer dans une période de forte instabilité politique. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 21 juillet 2026. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner, vous le savez, après ce journal tous les jours. Et retrouvez la version Bamanankan demain à l'autre à 20h30. Nous vous remercions et souhaitons également de passer d'agréables moments accompagnés des programmes de Cherif la télévision. Qu'Allah nous assiste.